Biram Da Abeid est un militant mauritanien des droits de l'homme. Depuis la création en 2008 de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, mieux connu sous le nom d'IRA, il est devenu une des figures de proue de la lutte contre l'esclavage. Lui-même issu de la classe haratine, il a été arrêté à plusieurs reprises et emprisonné dans son pays, ce qui ne l'a pas empêché en 2014 de se présenter donc aux élections présidentielles. Il a réalisé un score d'environ 8,7%. Il a réalisé un score d'environ 8,7%, score officiel qu'il conteste, clamant 30% des suffrages. Biram Da Abeid, bonjour. Bonjour, madame. Vous dénoncez le racisme d'État, mais dans la mesure où vous avez politisé votre combat depuis l'obtention en 2013 du prix des droits de l'homme octroyé par les Nations Unies, ma première question est évidente. Est-ce que vous serez candidat en 2019 aux élections présidentielles? Tout d'abord, la question de l'esclavage est éminemment politique. Parce que l'esclavage enlève leur humanité aux esclaves. Et en Mauritanie, l'esclavage pratiqué de manière multiséculaire, l'esclavage par ascendance, l'esclavage par la naissance, enlève à la majorité de la population mauritanienne leur citoyenneté, leur humanité, en ce sens que les Haratines, anciens esclaves ou descendants d'esclaves, sont considérés comme des citoyens de seconde zone, et les esclaves, même 20% de la population, sont privés de papiers d'état civil, d'éducation et de tous les droits, travaillant sans repos, sans salaire, sans soins, et sujets à des viols sexuels, à des mutilations, à d'autres sortes de punitions corporelles. 2019 est dans ma ligne de mire, politiser la question de l'esclavage qui est éminemment politique. Il faut prendre le pouvoir, il faut que le pouvoir politique, la volonté politique au sommet de l'État puisse s'exprimer contre l'esclavage, agir contre l'esclavage, agir contre toutes sortes de violations des droits. Et c'est en ce sens que la communauté haratine majoritaire en Mauritanie, mais aussi la communauté noire, victime de brimades, de racisme d'État, de tentatives de génocide, de spoliation des terres à caractère raciste, mais aussi les milieux éclairés, les milieux progressistes, les milieux démocratiques parmi la communauté noire, veulent arriver à une gouvernance d'apaisement entre les communautés et une gouvernance de symbiose, une gouvernance d'équité et de vivre ensemble entre les communautés. Donc vous serez candidat en 2019? Je suis le meilleur profil pour ces différentes aspirations qui viennent de toutes les communautés, étant autant arabo-berbère, négro-mauritanienne qu'haratine. Justement, vous avez été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises donc par l'État mauritanien. Est-ce que c'est parce que vous faites peur au président Aziz que l'on s'acharne ainsi contre vous? C'est le prix de l'excellence. C'est le prix de la persévérance, c'est le prix de la cohérence, c'est le prix du charisme, et c'est le prix à payer aussi pour le projet que nous avons pu mettre en relief pour tous les Mauritaniens et qui a acquis l'adhésion de tous les Mauritaniens. C'est le prix de l'espoir que nous avons fait susciter chez les Mauritaniens, qu'ils peuvent s'unir, abstraction faite de leurs différences linguistiques, de leurs différentes entités ethniques, dans leurs différentes catégories sociales, qu'ils peuvent s'unir pour se battre ensemble pour une Mauritanie unie, prospère, sans peur les uns des autres, sans suspicion
d'une communauté contre l'autre, c'est aussi le prix de l'adhésion de la communauté internationale qui s'exprime à travers des organisations internationales non gouvernementales, à travers des organismes comme les Nations Unies, comme l'ONU, comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, comme l'Union européenne, à travers aussi des États démocratiques, des États du monde libre. Cette adhésion de la communauté internationale à notre lutte, qui est adossée sur le droit international, qui est adossée sur une gouvernance démocratique, sur le modèle de l'état de droit, sur le modèle d'une communauté de destin avec la communauté internationale. Tout ceci inquiète le pouvoir en place et voit spécifiquement dans ma personne et dans l'organisation que je dirige le prémisse déjà très avancée d'un changement inéluctable et d'une abolition de beaucoup de privilèges illicites basés sur le racisme, basés sur l'esclavage, basés sur la gabegie, basés sur la corruption, basés sur le mensonge, des privilèges illicites autour desquels prospèrent le général Aziz et le groupe d'officiers autour de lui, et aussi certains segments de la classe politique tribale et d'hommes d'affaires mauritaniens. Donc est-ce que d'une certaine façon, être la bête noire du président Aziz vous sert politiquement? Oui, je pense que l'entourage du général Aziz, l'extrême droite arabo-berbère, obscurantiste, raciste, gabégiste et esclavagiste, réfractaire aux droits de l'homme, réfractaire au jeu démocratique, réfractaire au droit international et au droit national, cette communauté de privilégiés veulent maintenir leurs privilèges à travers l'accaparement de l'État dans tous ses leviers, à travers la continuation d'une politique de privation de larges pans de la population des richesses du pays, de la liberté, d'y vivre ensemble. Ce groupe ou cette classe dirigeante voit son emprise idéologique, psychologique, morale et politique sur les populations s'effriter à cause des coups de semonce, des coups de boutoir, des actions que Ira et moi-même nous avons fait et nous continuons à faire. Êtes-vous inquiet pour les militants de l'IRA? Est-ce que vous pensez que le pouvoir va bientôt les libérer? L'inquiétude ne fleure pas mon esprit, car je sais que les Mauritaniens, toute ethnie, toute classe, toute communauté confondue, vont s'unir autour des idéologies, des idéaux de notre organisation, des idéaux d'unité, de paix, de justice, d'équité, surtout autour de l'idéal de la lutte sans merci, pacifique et non violente contre le pouvoir en place, contre le système, jusqu'à la libération des Mauritaniens et l'ancrage d'une démocratie et d'un vivre ensemble, et aussi d'une gouvernance juste et transparente. Ce que vous avez énuméré tout de suite, arrestation, libération, torture, condamnation, tout ceci relève met en relief le désemparement du pouvoir en place, qui bat en retraite à travers ces incohérences, à travers ces contradictions, à travers toutes les actions qu'il mène et qu'il ne peut pas faire aboutir, emprisonner, condamner, casser les condamnations, libérer, retenir.
tout ça relève du choix incohérent du pouvoir à faire face à l'exigence de démocratie, à l'exigence des droits, à l'exigence d'un état de droit, d'élections transparentes, de véritable démocratie qu'exprime le peuple mauritanien, les militants pour la démocratie, pour les droits de l'homme de Mauritanie à travers l'organisation Era Mauritanie. Néanmoins, il semblerait qu'il y ait aussi de nombreuses contradictions. Je pense à ce blogueur condamné à mort pour apostasie qui a pu faire appel. Où en est-il d'ailleurs dans cet appel et est-ce que vous pensez que lui aussi sera libéré? Je pense aussi que l'affaire de ce blogueur met aussi vraiment en relief les tentatives du pouvoir en place de s'appuyer sur des leviers extrêmement dangereux de l'incitation à la haine et à l'extrémisme confessionnel des populations ou de groupes de populations pour pouvoir maintenir les divisions, pour pouvoir utiliser aussi la religion comme une épée de Damoclès autour sur les populations mauritaniennes. Je pense que la question de ce blogueur a été amenée à ce stade où elle est devenue une question dangereuse qui ouvre les portes à tous les dérapages, à tous les extrémismes, à toutes les violences. Je pense que tout ceci est dû à l'utilisation qu'en a fait le pouvoir. Dès l'article du blogueur, le pouvoir a utilisé cette question pour s'entourer de toute la nébuleuse islamiste, féodale, obscurantiste pour se légitimer davantage et pour faire marcher au pas les Mauritaniens, pour faire taire les Mauritaniens. Je pense que le segment traditionnaliste, tribaux, obscurantiste, esclavagiste, sectaire arabo-berbère veulent utiliser la religion pour intimider tous les groupes sociaux, tous les mineurs sociaux dans la société mauritanienne, pour les tenir en respect et pour les empêcher de réclamer leurs droits. Je pense que la question du blogueur devrait être une question de justice, mais le pouvoir en a fait une question de propagande et de surenchère idéologique contre toutes les personnes qui osent parler de liberté ou de droits de l'homme. Donc on comprend bien que votre combat, c'est surtout celui contre ce que vous appelez le racisme d'État. Néanmoins, vous semblez à la peine pour convaincre en Afrique. Donc vous avez, dès votre mise en liberté, effectué une grande tournée dans les pays voisins de la Mauritanie. Qu'en est-il ressorti? Ma tournée que j'ai entamée pour la première fois en Afrique à partir du mois d'août 2016 a eu des résultats très importants. Rappelez-vous que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une résolution contre la Mauritanie en octobre passé. Et cette résolution stipule, condamne la Mauritanie et considère que la Mauritanie est un pays qui continue à tolérer l'esclavage, à l'encourager, à créer les conditions d'impunité pour les criminels d'esclavage. Aussi, n'oubliez pas que beaucoup d'éminentes personnalités, des journalistes, d'hommes politiques et beaucoup d'organisations de droits de l'homme africaines ont produit des articles, des communications et des déclarations véhémentes contre la Mauritanie sur ce que nous considérons comme un apartheid implanté en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, par le régime de Mohamed El Abdelaziz.
contre ce que nous considérons comme une afrophobie destinée à persécuter les personnes d'ascendance africaine en Mauritanie, violation des droits de l'homme. Et je pense que l'Afrique commence à s'activer à travers ses intellectuels, à travers ses journalistes, à travers sa classe politique, mais surtout à travers sa société civile contre le cas de la Mauritanie. Néanmoins, en Afrique, depuis la fondation des luttes anticoloniales, des luttes anti-impérialistes, des luttes anti-apartheid, des luttes anti-esclavagistes, les pères fondateurs de ces luttes ont opté pour l'idéalisation de l'Afrique, des rapports de l'Afrique avec les autres peuples du tiers-monde, dont les arabo-musulmans, et ont décidé seulement de pointer le doigt sur l'esclavagisme de l'homme blanc, l'impérialisme de l'homme blanc, sur la traite atlantique, sur l'apartheid des Blancs, tout en passant sous silence les autres esclavages, les autres apartheids, dont l'esclavage interafricain, internoir, mais aussi et surtout la traite arabo-musulmane, la traite orientale qui a aussi saigné l'Afrique, la traite atlantique. Cette traite qui se déroule dans tous les pays où il y a un frottement, une ligne de frontière, une ligne de contact entre les populations arabes, touareg et berbères d'une part, donc les populations musulmanes, et d'autre part les populations africaines subsahariennes, comme en Mauritanie, comme dans le Nord Mali, comme chez les Touaregs du Niger, comme au Soudan, au Tchad. Il y a cet esclavagisme anti-noir, multiséculaire depuis des millénaires chez les arabo-musulmans qui n'a jamais été déconstruit, qui n'a jamais été revisité, qui a été passé sous silence par les pères fondateurs de lutte africaine pour les droits des personnes d'ascendance africaine. Il y a une diaspora noire dans le monde arabe qui part de la Mauritanie jusqu'au fin fond de l'Inde, qui est encore chosifiée, qui est encore marginalisée, qui est encore dominée, opprimée, invisible. Cette diaspora noire qui n'est pas moins nombreuse que la diaspora noire en Amérique et dans les Caraïbes, elle a aussi droit à son lot de soutien, à son lot de lutte. Mais j'avais envie de vous poser la question, est-ce que véritablement vous pensez, compte tenu, si vous voulez, des fractures, des plaies encore béantes, et la société mauritanienne en est un bon exemple, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir y arriver de votre vivant? Mais cette prise en compte et cet engagement du monde entier, mais aussi des Africains, et des Arabes aussi, des Arabo-musulmans, contre la conception que les populations arabo-musulmanes ont de l'homme noir, l'homme africain, elle s'impose d'elle-même. Non seulement à cause des 20% de la population mauritanienne, 800 000, qui sont toujours des esclaves par ascendance. Ce sont des personnes noires qui naissent propriété d'autres personnes, arabes. Non seulement à cause des livres esclavagistes, des codes noirs, des codes d'esclavage qui sont toujours en vigueur en Mauritanie et qui sont placés dans le sommet des hiérarchies des lois constitutionnelles mauritaniennes. Mais aussi, elle s'impose, cet engagement s'impose aussi par ce que vous voyez en Algérie, la persécution et la chasse aux Noirs, aux immigrés africains, aux personnes noires africaines. Ce que vous voyez en Tunisie, le racisme ambiant contre les Noirs en Tunisie. Et j'en passe, ce racisme aussi est très prégnant dans tous les pays du monde arabo-musulman. Donc, cet engagement s'impose de lui-même. Cette remise en cause de cet esclavagisme, de l'état, de la situation des Noirs dans les pays arabo-musulmans,
Surtout que cette décennie est considérée par les Nations Unies la décennie des droits des personnes d'ascendance africaine. D'accord. Mais si vous permettez, lors d'une de vos interventions, la question que vous avez été posée, ça existe aussi dans un certain nombre d'ethnies, notamment les Saracolais, chez les Peuls, il y a aussi un système de caste. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est pas que chez les Maures, par exemple, dans votre pays. Il y a chez les populations négro-mauritaniennes, comme je l'ai dit auparavant, que les Africains, les Noirs africains, les Afro-Américains et l'élite africaine des indépendances, l'élite pionnière des luttes anti-esclavagistes, anti-impérialistes, ont décidé injustement d'idéaliser l'Afrique et les relations interafricaines. Il y avait de l'esclavage entre les Africains. L'esclavage était pratiqué entre Africains. Il y avait des castes d'esclaves chez les Africains, chez beaucoup d'ethnies africaines, notamment les ethnies africaines qui composent la Mauritanie, comme les Peuls, les Soninké, les Wolofs et les Bambara. Cet esclavage est tombé en désuétude car il a été vigoureusement combattu par la France coloniale au sein des populations négro-mauritaniennes, mais il a été toléré et voire même soutenu au sein des populations des grands nomades. Les hommes bleus, comme aiment les appeler les colonialistes ethnicistes adeptes de Renan dans l'administration coloniale française. C'est pourquoi la communauté arabo-berbère, la communauté touareg, la communauté arabe ont gardé leurs esclaves jusqu'à maintenant. Et ce négationnisme de l'État mauritanien contre l'esclavage émane d'une continuité historique dont le pionnier est la France coloniale qui a versé dans le négationnisme de l'esclavage qui sévissait et qui a toujours sévi pendant toute la période coloniale sous les couleurs de la France chez les Arabes, les Berbères et les Touaregs du Sahel. Néanmoins, même si l'esclavage chez les tout couleurs, les Peuls, les Soninké et les Wolofs a été combattu, il reste quand même dans certaines communautés vivant dans ces dimensions matrimoniales. La seule pierre de l'esclavage qui n'est pas encore déconstruite et détruite, c'est qu'il y a des divisions matrimoniales, des interdits d'alliances matrimoniales entre esclaves et nobles, en guillemets, surtout au sein des Soninké et des Peuls. Vous le faisiez remarquer tout à l'heure, donc finalement la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine vous a donné plus ou moins raison, donc vous avez fait entendre votre voix auprès de vos frères africains. En ce qui concerne la communauté internationale, ce discours j'imagine ne peut que plaire, vous êtes assez seul à dire ça en Afrique. Donc est-ce que vous êtes toujours garanti du soutien des Américains, de la France? Est-ce que cela suffira pour vous faire éventuellement gagner les élections? Non, moi je ne pense pas que les Français et les Américains sont particulièrement anti-esclavagistes. Je pense que les gouvernements occidentaux ont aussi leurs agendas, leurs intérêts, leurs priorités. Ils sont tournés vers leurs problèmes. Et leur problème, c'est le péril djihadiste. Leur problème, c'est la coopération économique, les sous-sols, c'est l'essor de leurs produits dans ces pays. Mais je pense que l'Occident a atteint un stade où, face à leur opinion publique, face à leurs élus, face à leurs ONG internationales très actives et qui font l'opinion, ils sont obligés, s'ils ne peuvent pas vraiment s'engager dans la lutte contre l'esclavage, contre les violations des droits de l'homme, ils sont obligés de faire semblant. Dans beaucoup de cas, ils font avec nous semblant.
Ça nous aide parfois. Ça nous aide parfois, mais la vraie aide qui est déterminante, si on la trouve, si il nous l'octroie, c'est l'aide qu'il octroie à ceux que nous combattons et à ceux qui nous combattent dans nos pays. Je pense que pour le projet de société pour lequel moi-même, mes amis et beaucoup de Mauritaniens luttons et pour lequel nous avons des aspirations fortes, le changement du système en Mauritanie, sur cela, je compte sur les Mauritaniens, sur l'effort des Mauritaniens, sur l'engagement des Mauritaniens et sur le sacrifice des Mauritaniens. Bon, très bien. Alors justement, revenons à la Mauritanie. Le président Aziz, à un éma au mois de mai, a lancé un appel à l'opposition. Il a engagé également en octobre-novembre les grandes assises nationales, dont il devrait ressortir un certain nombre de réformes. Comment voyez-vous ce processus politique engagé de la part de votre adversaire? Je ne vois pas que les déclarations et les manœuvres d'Aziz sont un processus politique. C'est toujours des tentatives encore de biaiser le jeu, des tentatives de reproduire son système, son pouvoir, de reprendre la main, des tentatives de passer en force ou de passer par la ruse. Mais je voudrais relever ici que le peuple mauritanien, à travers les partis politiques, à travers les organisations de la société civile, à travers les syndicats, à travers les médias, n'a pas accepté de se leurrer et n'a pas accepté de céder ou de valider ces manœuvres pour le dialogue, ces manœuvres pour le changement de la Constitution, ces manœuvres qui sont tous des manœuvres dont le but est connu d'avance par les Mauritaniens qui ont beaucoup pratiqué Aziz, qui l'ont beaucoup connu. Depuis ces différents coups d'État militaires ou constitutionnels, ces différentes manipulations, ces différents agissements à travers sa politique. Je voudrais seulement relever que mon souci est que le général Aziz comprenne qu'il est temps qu'il parte, qu'il comprenne qu'il est temps qu'il fasse honneur à lui-même en se retirant tout en permettant aux Mauritaniens de faire leur choix. Et je pense que quand il se résigne à le faire, malgré tout ce qu'il avait commis, malgré toutes ces affaires malheureuses pour la Mauritanie dans lesquelles il a trempé depuis son soutien et son engagement à fond autour du dictateur, à côté du dictateur Maouil Sidi Ahmed Taya, durant les années de braise, les années de génocide, et aussi depuis ces derniers temps tout ce qu'il a fait pour la Mauritanie. Malgré tout, s'il accepte de se retirer dans la paix, dans la sérénité, en permettant aux Mauritaniens de choisir, nous ne manquerons pas, nous, moi en tête et tous mes amis, de le gratifier d'un titre élogieux, écrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la Mauritanie. Mais a priori, il a dit qu'il ne se représenterait pas en 2019, puisque ce serait un troisième mandat qui n'est pas prévu par la Constitution. Donc vous serez débarrassé de lui. Il ne l'a jamais dit. Mais ce n'est pas seulement le mal qu'il fait pour la Mauritanie, ce n'est pas seulement le fait qu'il se présente en 2019. Il faut qu'il
déconstruit le système de terreur qu'il a créé et qu'il a mis en place, les dispositifs de répression des défenseurs des droits de l'homme, les dispositifs de répression des hommes politiques mauritaniens, les dispositifs de répression des hommes d'affaires, les dispositifs de répression des journalistes, tous les dispositifs de captage des richesses du pays à son propre compte et pour le compte de son clan, tous les systèmes de corruption qu'il a placés et qu'il a construits, tous les discours des haines et des divisions des Mauritaniens, le dressage idéologique, confessionnel et racial des Mauritaniens contre les autres. Il faut qu'il désamorce toutes ces bombes à retardement qu'il a placées et desquelles il a entouré le peuple mauritanien. Mais pourtant, si vous me permettez, Biram, il existe quand même une opposition en Mauritanie et elle a pignon sur rue. Donc si ce que vous dénoncez comme étant ces abus de l'État était vrai, on n'entendrait pas, enfin le président, le camp présidentiel clame qu'il y a une totale liberté d'expression. Non, l'opposition mauritanienne, depuis le coup d'État d'Aziz en 2008 contre le président élu Sidi Mohamed El-Cheikh Abdallah, cette opposition est hors des parlements, hors des élections. Parce que le général Aziz n'a donné aucune chance à cette opposition de pouvoir participer à aucune compétition électorale. Parce que dans toutes les compétitions électorales que lui il a créées, ce ne sont pas des compétitions électorales, ce sont des élections taillées sur mesure. Des élections dans lesquelles les médias de l'État, l'argent de l'État, les symboles de l'État, l'autorité de l'État est engagée au profit d'un seul candidat, d'un seul parti. Avec la création d'une nébuleuse de partis satellites dont lui-même tire les ficelles, à travers la corruption, à travers le clientélisme, à travers le tribalisme. Et l'opposition, proprement dite, elle est totalement marginalisée. Les cadres de l'opposition sont éliminés, sont limogés des administrations, de leurs fonctions, de leur boulot. Les hommes d'affaires qui n'obtempèrent pas au dictat du chef de l'État mettent les clés sur leur commerce, sur leurs affaires. Ils sont chassés, ils sont pourchassés, ils subissent des impôts très lourds et injustes. Et lui-même, le chef de l'État et son clan font de la compétition à tous les hommes d'affaires. Alors justement, on vient de faire des découvertes de gaz et de pétrole assez faramineuses, dont une partie notamment avec le voisin sénégalais, enfin dans les eaux qui se jouxtent. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle pour la Mauritanie, ces découvertes de gaz et de pétrole, et qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le niveau de vie de la population? Aucun effet sur le niveau de vie de la population tant que le système est un système gabégiste, un système de vol, d'arnaque organisé du sous-sol de l'État, de l'argent de l'État, des deniers de l'État. Tant que celui qui dirige l'État confond les biens publics avec ses biens personnels. Il ne fait pas de différence entre sa propre poche et les caisses de l'État. On voit se dérouler un pillage à grande échelle et au grand jour des richesses du pays. On voit des transactions au grand jour faites par le chef de l'État, son entourage, avec des multinationales. La bonne nouvelle, ce n'est pas les découvertes des mines de pétrole, d'or, de gaz. La bonne nouvelle sera le retrait du pouvoir et de cet homme,
son retrait de la vie publique des Mauritaniens. Alors, si vous accédez au pouvoir, qu'est-ce que vous ferez différemment en matière de politique économique? Le programme économique du candidat Biramda Abeid a été très exhaustif et a compartimentalisé l'économie mauritanienne. Notre premier mandat, si on gagne les élections, néanmoins, ne peut être qu'un mandat consensuel avec toutes les bonnes volontés mauritaniennes, économistes, juristes, hommes politiques, hommes d'affaires, car dans l'état de délabrement actuel que la Mauritanie a atteint, c'est une œuvre de libération nationale, de salut national, une œuvre économique, sociale, juridique, qui doit être mise en œuvre par tous les Mauritaniens. Le mandat que les Mauritaniens vont me donner va être le mandat de tous les candidats sincères, patriotes mauritaniens, doit être le mandat de tous les partis politiques sincères et patriotes, va être le mandat de toute la société civile mauritanienne sincère et patriote. Donc, je ne serai pas là à imposer mon programme propre dans un pays qu'on doit d'abord tirer d'une situation extrêmement désastreuse et inédite. Donc, en matière de programme économique, j'aimerais quand même que vous nous précisiez un certain nombre de choses. La Mauritanie peut se prévaloir d'un certain nombre d'industries. Bon, la SNIM est bien sûr son plus grand fleuron. Elle a été affectée par la baisse mondiale du prix du fer. Évidemment, ça affecte les ressources de l'État, mais elle peut se prévaloir également d'une pêche industrielle. Alors, quand vous lui dites gouverner la Mauritanie en matière de politique économique avec les bonnes volontés, j'aimerais que vous soyez un petit peu plus précis par rapport à ces fleurons de l'industrie mauritanienne qui existent déjà. Non, il faut repenser les termes des accords de pêche entre la Mauritanie et ses partenaires. Les repenser d'abord en termes de protection des ressources halieutiques mauritaniennes et de leur reproduction. Et ce qui est désastreux, comme vous le savez bien, ce sont ces contrats qui font des désastres et qui ne tiennent aucun compte de l'impératif environnemental et écologique dans nos eaux territoriales. D'autre part, il faut aussi que cette pêche, que ces accords de pêche et que la pêche industrielle elle-même dans les eaux territoriales mauritaniennes prennent en compte l'intérêt de l'État mauritanien et pas l'intérêt d'individus. La privatisation des ressources de la pêche à travers la délégation de personnes privées, membres de clans, personnes familiales, ce qui se passe maintenant en Mauritanie, enlève à ce grand secteur de l'économie mauritanienne, secteur vital, lui enlève son caractère public, son caractère éminent qui relève de l'intérêt général et du développement économique et du bien-être économique des populations mauritaniennes. Je pense que vous savez ce que je veux dire. Il faut aussi que cette pêche prenne en compte
tout ce prolétariat, tous ces travailleurs, tous ces marins qui triment sans aucune sécurité sociale, sans aucune protection sociale, sans aucun salaire décent et sans aucune retombée pour les familles de ce nombreux prolétariats qui sont des Mauritaniens. Il y a aussi beaucoup de Sénégalais parmi ce prolétariat. Il y a beaucoup de pêcheurs sénégalais en Mauritanie. Oui, il y a les Sénégalais qui sont engagés dans la pêche artisanale. Ça, c'est un autre secteur qui n'est pas industriel. Et nos rapports aussi avec les Sénégalais et même les rapports de l'État avec les Mauritaniens, aussi engagés dans ce secteur de la pêche artisanale, tous ces rapports doivent être repensés. Et vous entendez ici et là beaucoup de désastres de bateaux de la pêche artisanale qui périssent et à leur bord toujours beaucoup de vies humaines qu'on perd, et sans oublier aussi les problèmes reculants entre les gardes-côtes mauritaniens et les pêcheurs issus du pays frère qui est le Sénégal. Pour la SNIM et toutes les autres industries extractives, ce sont des industries extractives. Il n'y a pas de fleuron de l'industriel parce que la manne financière qui a été issue des années de largesse des prix du fer et de l'or, du cuivre, du pétrole et du gaz, cet argent a été dilapidé par le pouvoir de Mohamed Ould Abdel Aziz dans un système familial de gabegie, de corruption. Et depuis ces dernières années où les prix ont baissé, vous savez, les licenciements par milliers que les sociétés minières ont décidé, et tout ce que cela amène, ce que cela apporte comme lot de désolation dans des milliers de familles de prolétaires, de mineurs mauritaniens, que ce soit dans la SNIM, dans Kinross, Taziazit, et vous savez aussi les affaires de gabegie, de corruption et qui rythment la vie de ce secteur. Et en ce qui concerne la zone franche de Nouadhibou, qui est quand même qui apporte un grand espoir. C'est un espoir qui a été comme un feu de paille. C'est un espoir qui s'est tassé car ça n'a apporté à Nouadhibou que la morosité. Et c'est devenu aussi un lieu de sinécure pour les proches du pouvoir et aussi un domaine d'enrichissement illicite pour le clan familial proche du chef de l'État. En tout cas, comme je l'ai dit, en 2019, quand on prend le pouvoir, le mandat sera un mandat où les économistes mauritaniens, ou ceux qui pensent pour la Mauritanie parmi les Mauritaniens, de manière transparente, on va les réunir autour de grands projets de redressement de la Mauritanie, des projets qui vont commencer d'abord par la réconciliation des Mauritaniens et leur union dans une démarche nationale concertée et pensée dans tous les compartiments de spécialité pour faire reprendre à la Mauritanie son départ qui a été stoppé depuis le coup d'État de 1978. Donc, en 2019, vous comptez qu'en dehors des membres de la caste haratine, d'autres personnes votent pour vous? Je n'ai jamais été le candidat des haratines, et je n'ai jamais été le candidat
le défenseur des droits uniquement des Haratin. Le projet, l'idée que j'ai est une idée pour la Mauritanie, pour la prospérité de la Mauritanie dans le cadre de sa cohésion sociale, ethnique. Ma démarche est une démarche de lutte légale et pacifique contre toutes les formes d'injustice. Et je suis fier que je puisse être utile pour toutes les victimes d'injustice, dont les Haratin. Mais aussi, moi, j'agis dans le cadre d'un programme global, d'une pensée globale pour l'humanité, et surtout pour tous les Mauritaniens. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance.